Bienvenue dans mon podcast. Si t'es ici, c'est que t'es passionné de développement personnel et t'es persuadé qu'il n'y a pas d'âge ou de bon moment pour éveiller sa conscience, grandir, apprendre et évoluer. Ici, on a des conversations profondes avec des invités inspirants venus de tout type d'horizons qui ont des histoires à partager et des sagesses à nous inculquer. J'ai juste une faveur à te demander. Si le podcast t'a apporté de la valeur, t'a inspiré, t'a permis d'avoir des déclics à un quelconque moment, je te serais hyper reconnaissante si tu pouvais prendre quelques secondes de ton temps pour t'abonner à la chaîne YouTube. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et nous, ça nous permet de savoir que le contenu qu'on t'apporte te donne de la valeur et t'aide au quotidien. Et puis ça nous permet aussi et surtout de pouvoir inviter des personnes auxquelles on aurait eu difficilement accès sans que la chaîne prenne de plus en plus d'ampleur. Je te remercie d'avance et je te souhaite une très belle écoute. Alec, merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, merci Mariam. Avec plaisir. T'es entrepreneur, auteur, conférencier, consultant. T'as accompagné des milliers d'entrepreneurs dans leur succès, dans leur réussite. T'as généré plus de 100 millions d'euros de chiffres pour les personnes que t'as accompagnées. T'as vraiment un parcours hyper atypique, hyper intéressant. Et je suis très curieuse que tu nous expliques avec tes mots qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir ou de connaître sur toi pour comprendre pourquoi tu en es là où tu es aujourd'hui. C'est une excellente question. Je ne sais même pas si j'ai la prétention, tu vois, de dire que j'ai la réponse à cette question aujourd'hui. Parce que c'est une succession de choses qui se sont faites presque naturellement. Tu vois, moi, à la base, rien ne me prédestinait ne serait-ce qu'à entreprendre. Encore moins à avoir une réussite, un succès. Et encore, c'est très subjectif. Le succès et la réussite, c'est propre à chacun. Et j'estime en toute humilité que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Tu vois, ça fait que quelques années maintenant, une dizaine d'années que j'entreprends. Mais tout ça pour dire qu'en fait, tu vois, au début, je suis dans ces usines, j'aime pas mon quotidien, j'aime pas ce que je fais, j'ai pas envie de devenir riche, j'ai juste envie d'être libre. Donc je vais me poser différentes questions, je vais tester différentes choses, je vais identifier ce qui va me permettre d'aller chercher potentiellement cette liberté et avec un taux de probabilité de réussite assez élevé. Puis je vais le mettre en place. Je vais voir que ça fonctionne pas très bien au début, puis après ça fonctionne bien, je comprends comment ça marche. Puis je vais le répliquer encore une fois, puis une fois, puis une fois, à une personne, puis à 10, puis à 20, puis à 100, puis à 1000, puis à plus. Et au fur et à mesure, en fait, des semaines, des mois et des années, en rencontrant différentes personnes, en changeant d'environnement, en me développant personnellement, en grandissant, en continuant à acquérir de nouvelles compétences, je deviens la personne que je suis. En faisant face à différentes opportunités, certaines que j'accepte, d'autres que je refuse. J'étais dans une phase aussi de ma vie où je travaillais énormément à un moment donné, ce qui fait que très rapidement j'ai eu une ascension sociale, professionnelle assez rapide. Et donc tous ces éléments cumulés font que si je devais faire une rétrospective du jeune Alec, tu vois, qui est dans une campagne en Suisse, qui ne connaît rien à l'entrepreneuriat et qui n'a aucun diplôme spécifique, à aujourd'hui l'entrepreneur que je suis, la personne que je suis devenue, auteur de 2 best-sellers, conférencier, toutes les personnes qu'on a pu accompagner ou l'impact que je peux avoir au travers des différentes choses qu'on fait, ou comme avec le podcast, on vient de faire en plus un merveilleux épisode ensemble. Donc, tu vois, c'est très difficile pour moi d'être objectif sur qu'est-ce qui fait la personne que je suis devenue aujourd'hui, hormis te dire que je suis quelqu'un de passionné. Je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un d'extrême également. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond ou je le fais pas. Et chacune des choses que j'ai fait dans ma vie, je l'ai vraiment fait avec ces trois éléments. Et puis je suis quelqu'un qui a un grand cœur et qui aime les autres, tu vois. Et du coup, au fur et à mesure du temps, c'est ce qui fait que j'ai pu m'entourer de personnes qui ont compris ça chez moi. Ça a pu générer des opportunités, ça a fait fuir aussi d'autres personnes qui n'étaient pas du tout alignées avec les valeurs que j'ai, les valeurs aussi de transparence, d'honnêteté, d'intégrité. Alors, on en a beaucoup parlé, tu vois, d'éthique par exemple.
Et c'est ce qui fait aujourd'hui la personne que je suis, l'entourage que j'ai, et puis les choses que je fais, mais aussi les choses que je fais pas. Parce que quand tu as beaucoup d'opportunités, tu passes plus de temps à dire non qu'à dire oui. C'est vrai. Et ça, c'est important aussi à souligner, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on peut tout faire. Tu vois, on l'a prouvé tous les deux, ne serait-ce que grâce aux réseaux sociaux. Tu peux, en l'espace de quelques années, devenir une référence dans ton domaine et puis pouvoir développer un business, pouvoir incarner quelque chose, inspirer des milliers de personnes. Et du coup, ça démontre à quel point tout est possible à celui qui se donne les moyens. Donc, il faut savoir aussi choisir ce que tu veux faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais je suis curieuse de comprendre. Dans ton parcours, on voit quelque chose qui revient beaucoup. Ouais. C'est une forme de résilience très, très forte. C'est-à-dire qu'à de nombreux moments de ton parcours, tu n'as aucune garantie, aucune preuve que tu vas réussir. Et pourtant, dans tes actions, tu démontres une forme de détermination et de croyance en toi qui est assez impressionnante. Je crois qu'en décembre 2015, après avoir arrêté le marketing de réseau parce que tu t'étais lancé dans le marketing de réseau, tu retournes chez ta mère, tu travailles à l'usine, tu cumules, je crois, 3 jobs en même temps, ce qui est super impressionnant. À ce moment-là, qu'est-ce qui fait que, et je crois aussi que tu te formes au trading à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que tu continues et que tu es aussi déterminé à ce moment-là de ta vie où tu retournes chez ta mère? Parce que beaucoup de personnes pourraient associer ça à une forme de retour en arrière. Ah en fait, j'ai pas forcément réussi autant que je voulais. Toi, tu as l'air d'être plutôt dans l'optique où en fait, tu avances encore plus intensément vers tes objectifs. Qu'est-ce qui fait à ce moment-là que tu gardes cette détermination? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est vraiment que j'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun monde dans lequel moi je me voyais évoluer et continuer comme ça. Et tu sais, ma mère n'a pas déménagé de là où j'ai grandi, encore aujourd'hui. Et de temps en temps, lorsque je vais lui rendre visite, je recroise à la salle de sport ou dans la rue, peu importe, un collègue que j'avais dans cette usine à ce moment-là. Et il m'a rafraîchi la mémoire il y a de ça moins d'une année où il m'a dit « c'est incroyable parce qu'en fait, tout ce que tu es en train de faire, tu le disais à chaque pause, à 10h et le midi, etc., au café, et tous, on se moquait de toi. Et pourtant, tu l'as fait aujourd'hui, et tous aujourd'hui, on te regarde sur Instagram pendant cette pause. » Wow. Et c'est assez dingue, tu vois. C'est fort. C'est assez dingue, ça donne les frissons presque de le dire. Et tu vois, lui, il faisait partie des rares où justement, je vais pas dire qu'il m'encourageait parce que personne m'encourageait, personne n'y croyait, mais en tout cas, c'était le moins réfractaire à l'idée que c'est possible de faire quelque chose là où je partais, tu vois. Et si tu veux, encore une fois, je ne saurais pas te dire, j'ai lu un livre dans lequel il disait que tout est possible à celui qui se donne les moyens, et si tu peux l'imaginer, si tu peux le rêver, tu peux le faire, machin. Non, c'est juste que c'était tellement inconcevable pour moi de continuer à faire ce que je faisais et le faire durant toute mon existence, durant toute ma vie, que peu importe les moyens, peu importe les sacrifices, je savais qu'il existait une autre vie, je savais qu'il existait un autre moyen, je savais pas quoi. Je saurais pas su te dire ça c'était pas précis, c'était pas je vais avoir tel type de voiture, je vais vivre dans tel endroit, je faisais pas de visualisation, j'avais pas un vision board ou des choses comme ça, mais ce que je savais c'est que je voulais acquérir une certaine liberté. Je ne voulais pas que d'autres personnes puissent me dire voilà ce que tu mérites, voilà ce que tu vas gagner toute ta vie, voilà ce que tu vas faire demain, voilà ce que tu vas pouvoir t'offrir, voilà la vie que tu mérites d'avoir en fait. On te colle une étiquette. Parce que le système tel qu'il est conçu aujourd'hui, je trouve, en tout cas à l'époque, il ne me correspondait pas forcément. Notamment le système scolaire par exemple où moi toute ma scolarité on m'a dit que je me sapais tout seul, j'étais un cancre, que j'allais rien réussir dans ma vie. On te disait ça? Ouais, bien sûr, c'était marqué dans mes carnets de notes d'agenda. Sérieux? Ouais, j'étais un peu l'élève turbulent au fond de la classe, il sait pas trop pourquoi il est là, etc. C'était une sorte de manque de confiance en moi qui s'exprimait par d'autres moyens. Et tu vois, ce truc-là, ça m'a poursuivi et ça m'a fait me dire, ok, tu peux compter que sur toi-même en fait. Et je te donne un exemple très concret de la chose, c'est que c'était pas une question de je sais ce que je vais faire, c'est juste une question de je sais où je vais. Et peu importe ce que je vais faire pour y aller, mais je vais y aller. Et tu vois, tu le dis très bien, à ce moment-là de ma vie, je vais apprendre le trading.
Et juste avant, en plus, j'ai eu des expériences passées, pas forcément fameuses avec le trading, les options binaires ou autres, où j'ai vu notamment mon meilleur ami de l'époque perdre toutes ses économies en l'espace de quelques minutes sur une plateforme peu scrupuleuse de trading, tu vois, donc ça aurait pu vraiment me refroidir. Mais pourtant, je me dis non, c'est pas parce que lui, il perd de l'argent que 100% des gens perdent de l'argent. C'est qu'il a fait un truc qu'il fallait pas, soit le choix de la plateforme ou autre. Et là, du coup, moi, j'économise également, j'investis le peu de sous que j'ai dans une formation, etc. Puis au final, je me rends compte, après avoir économisé, investi tout l'argent que j'ai, que bah, non, pour vivre du trading, il faut avoir des gros capitaux. C'est un type de métier qui est spécifique, ça s'apprend, ça nécessite une psychologie que je n'avais pas à ce moment-là, un money management qui est rigoureux, etc., etc. Et tous ces éléments cumulés font que bah, je dois me rendre à l'évidence. Ce n'est pas la chose qui va faire que je vais pouvoir acquérir cette liberté. Donc là, bah, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Est-ce que tous mes rêves s'effondrent et puis je me dis, bon, bah, je retourne à l'usine pendant les 20 prochaines années? Ou est-ce que j'ai quelques minutes, voire quelques heures, voire quelques jours pour switcher complètement de paradigme et me dire, OK, c'est pas le trading, c'est quoi? Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, du coup, je m'oriente vers l'entrepreneuriat naturellement et je me pose des questions simples du type, OK, bah, tu dois créer une entreprise. C'est quoi le type d'entreprise le plus simple à créer? Une entreprise de service. Si tu devrais faire du B2B ou du B2C, tu ferais quoi? Ah bah tiens, du B2B, c'est plus simple parce qu'il faudra moins de clients pour pouvoir en vivre. Et de quoi ont besoin justement les entreprises? Bah, c'est plus de clients. OK, comment acquérir le plus facilement possible et rapidement possible des clients grâce au digital? Est-ce que tu le maîtrises plus ou moins? Bon, pas trop, mais un peu quand même parce que j'étais un ancien joueur de jeux vidéo, je connaissais un petit peu Facebook, tout ça. Donc je me dis, bon, je vais pouvoir acquérir ces compétences. Est-ce que j'ai quelqu'un autour de moi qui peut le faire? J'ai lancé cette première boîte avec Amine, mon associé, qui fait que ça a été possible, qui fait que tout a pu se mettre en place, qui avait le même âge que moi, qui avait une petite expérience entrepreneuriale un peu plus poussée que la mienne, mais qui lui était occupé à faire des études de médecine en parallèle. Donc tu vois, il n'était pas full-time dans notre projet, mais ça a permis d'avoir un socle, d'avoir un pilier sur lequel on pouvait se complémenter, se reposer et s'épauler, parce qu'au début c'est compliqué, tu vois, quand tu te lances. Et c'est tous ces éléments cumulés, encore une fois, des circonstances, si on veut, qui font que ça a été possible. Mais au départ, vraiment, c'est ouais, tu vois, je me souviens encore, je me formais au trading. Et donc je bossais dans une usine d'un groupe qui s'appelle Air Liquide. Donc le nom de l'usine c'est pas Air Liquide, mais ça fait partie du groupe Air Liquide. Et si tu veux, donc je travaillais du côté médicinal. Donc en gros mon quotidien c'est quoi? C'est travailler avec une combinaison, des gants, un bonnet, des lunettes, que ce soit en plein mois de juillet comme en plein mois de décembre, parce que je travaillais avec du gaz conditionné à moins 100 ou moins 130 degrés constamment. Et du coup, bah, ça peut être dangereux d'une part, il y a du bruit, il y a de l'humidité, il y a plein de trucs. Et mon job, c'était visser, dévisser toute la journée des bouteilles ou remplir des bouteilles avec des gaz sous forme liquide, de l'oxygène sous forme liquide. Et du coup, tous ces éléments, enfin, j'avance. Mais l'avantage de ça, c'est que je m'étais dit, bon, bah, tant mieux, il y a du bruit, de toute façon, personne ne me parle, je suis tout seul, je dois faire mon job, c'est répétitif, j'ai un bonnet. Donc, je passais mes journées, en fait, avec des écouteurs cachés sous mon gros pull à col roulé, ma grosse veste et mon gros truc, avec mon bonnet, des gros écouteurs par-dessus, des boules caisses de chantier. Et j'écoutais, que ce soit, alors il n'y avait pas encore les podcasts comme aujourd'hui, il y en a plein, mais des formations, des vidéos YouTube, des trucs, ou quand j'avais acheté une formation de trading, bah, le mec qui faisait les formations de trading, et j'écoutais ça constamment. Je passais ma vie en fait à soit cumuler ces 3 jobs pour faire des économies, donc j'étais ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Bien évidemment, aucun de ces 3 employeurs savait que j'en avais un deuxième ou un troisième. Et sinon, bah, dès que je pouvais, je me reposais un peu, je dormais, ou alors je dormais en cachette la nuit quand je faisais la sécurité. Et puis à l'usine, j'apprenais des choses. Donc en fait, tout était orienté. C'était vraiment un dévouement complet et absolu à ma quête de liberté. À ce moment-là, il faut savoir que je ne dépense pas un sou. Les 6 premiers mois, alors qu'on est en plein hiver en Suisse, je préfère marcher à 5h30 du matin dans la neige pendant 40 minutes pour aller à l'usine plutôt que de prendre une voiture pour économiser de l'argent. Bien sûr, je ne vois plus mes amis. Je coupe tous les réseaux sociaux. Je n'existe plus sur les réseaux sociaux au point où des amis d'enfance avec qui j'ai passé mon enfance demandaient à ma mère lorsqu'il la voyait faire les commissions si j'avais pas eu
un problème ou je n'étais pas décédé. C'est pour te dire, j'avais complètement coupé, tu vois, à ce niveau-là. Bien sûr, pas de copine, rien, pas de sortie, je fêtais pas mes anniversaires, rien. J'achetais pas de nouveaux vêtements, rien. De toute façon, on n'en avait pas besoin, j'étais toujours en habit d'ouvrier. Parce qu'en fait, tout était orienté vers le dévouement complet de ma quête de liberté. Et tant que j'étais pas sur la bonne voie, que j'avais pas trouvé la solution ou autre, j'aurais continué en fait. Si ça aurait dû durer, ça a duré 1 an et demi plus ou moins cette période. Si ça avait dû durer 2 ans, si ça avait dû durer 3 ans, si ça avait duré 5 ans, je l'aurais fait parce que ça avait plus de valeur que ma vie elle-même. Parce que j'avais conscience, consciemment ou inconsciemment, je pense que c'était plus inconscient et ça m'a sauvé, que l'output qu'il y avait derrière avait beaucoup plus de valeur que n'importe quoi d'autre que je pouvais avoir à court terme. Et que c'était la seule façon pour moi de me sauver. Parce qu'encore une fois, j'ai pas de diplôme spécifique, mes parents n'étaient pas riches, j'avais pas un cercle social développé, je venais d'un petit bled dans la campagne. Aujourd'hui, je me suis développé aussi physiquement, personnellement et au niveau de mon éloquence, mais à ce moment-là, j'étais quelqu'un de timide, introverti, je faisais 25-30 kilos de moins, j'avais jamais vraiment eu de vie sociale ou de copains, copines, etc. Tu vois, avec qui j'avais pu me développer personnellement et grandir. Donc si tu veux, ouais, ça m'a sauvé cet état d'esprit. Et je suis incapable de te dire ça vient d'ici, ça vient de là. Je trouve ça hyper intéressant parce que tu t'es mis dans des conditions très extrêmes finalement. Tu vois, tu as coupé toute forme de distraction, ce que la plupart des gens ne sont pas forcément capables de faire, je pense, parce que c'est des sacrifices énormes, tu vois. Et je trouve que c'est important que tu en parles parce que on peut te voir aujourd'hui et se dire, en fait, il a toujours su comment faire, ça a été un parcours fluide, etc. Mais on ne voit pas du tout cette partie-là de ton parcours, tu vois, où tu as fait des sacrifices, tu as coupé ta vie sociale. Physiquement aussi, tu t'es mis dans des conditions, j'imagine que tu dormais très peu, enfin que tu avais vraiment des conditions... C'était dangereux, hein, je m'endormais au volant, c'était compliqué. Ouais, c'est dangereux. Ouais. Je recommande à personne de faire ça, disclaimer, mais faut être capable de le faire et de suivre. Et ça, c'est juste la phase où ça m'a permis de lancer ma boîte. Mais après, il y a toute la phase où je quitte mon job sans savoir ce que je vais faire, ni avoir mon premier client. Et il faut survivre pendant plusieurs mois sans argent et sans client. Et là, j'aurais pu abandonner de nombreuses fois aussi. Et là, en fait, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu lances ta boîte, tu n'as pas encore tes premiers clients? Est-ce que tu as un syndrome de l'imposteur à un quelconque moment où tu te dis est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis légitime d'accompagner des clients? Je suis très curieuse de savoir si tu as traversé ce genre de période de doute ou de... En fait, je pense qu'en y réfléchissant, c'est une très bonne question parce qu'en y réfléchissant, tu vois, je pense que j'ai eu de la chance dans mon inconscience. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, il y a beaucoup de gens, je te donne un exemple qui me vient comme ça en tête, qui peuvent même pas imaginer être un mauvais manager parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il n'y a pas de mauvais collaborateurs, il y a très souvent des mauvais managers. Bah moi, je ne pouvais pas imaginer que j'avais le syndrome de l'imposteur parce que je n'avais pas conscience que ça existait. Tu vois, vu que je n'avais pas accès à ce type d'informations et de ressources, je ne suis pas un grand lecteur, par exemple. Alors, il y a beaucoup de livres sur le business qui étaient déjà écrits, que ce soit en français comme en anglais. Il y avait déjà des vidéos YouTube sur le sujet qui commençaient un petit peu à émerger ou des gens qui donnaient 2-3 conseils à gauche à droite. Mais tout ça pour dire que, si tu veux, heureusement, je ne connaissais pas ces concepts. Et c'est ce qui fait que je ne me suis pas posé de questions. Je me suis juste dit, bon, il te faut des clients maintenant. Donc, où est-ce que tu les trouves? Qui ça peut être? Qu'est-ce que tu leur vends? Comment tu fais? Et j'ai tout testé. Et d'un coup, par hasard, un jour, je me dis, ah tiens, là, il y a une nouvelle salle de sport qui s'ouvre. Je vais y aller, je vais m'y rendre. Je me rends compte que le mec qui lance la salle de sport, je le connais. Alors, c'est pas un pote, mais je le connais. On s'est déjà croisés. Je discute avec lui. Je lui demande comment tu vas faire pour avoir tes premiers clients, etc., pour le lancement. Il m'explique qu'il va faire des pancartes publicitaires, des trucs radio. Moi, je me dis, c'est obsolète. On va faire de la pub Facebook, des trucs, des machins. Moi, je lui dis, écoute, si je t'explique comment, et bien sûr, je lui dis combien ça va te coûter, ceci, cela, c'est quoi ton budget? Je lui dis, écoute, voilà, mais ça durait même pas 1 heure. Hein, et c'était la première fois que je vendais, je closais, je savais même pas comment j'allais délivrer ça. Je lui dis, écoute, si je te garantis qu'en payant 3 fois moins cher, voire plus, tu auras peut-être 10 fois plus de résultats. Et on s'occupe de tout pour toi. Est-ce que ça t'intéresse qu'on en parle et qu'on mette ça en place? Ouais, ok, ça m'intéresse. Donc on se pose face à face, on échange. Tout ça dure 30 minutes. Hein, entre le moment où je rentre dans cette salle de sport en travaux et le moment où j'en sors avec un contrat quasi
vas-y, signer. Alors que je savais même pas ce que c'était un contrat, ni même comment j'allais délivrer. Bref, il accepte. Donc c'est mon premier contrat à 1500 francs par mois, il me semble. Donc c'est dérisoire, mais c'était énorme pour moi. Et là, je rentre tout excité, j'appelle Amine, je lui dis tu sais pas quoi, machin et tout. Il me dit ok, bon bah maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Je lui dis bah il faut que je trouve un contrat. Parce que demain, je dois lui donner le contrat. 2, il faut que je trouve une imprimante, parce que j'ai pas d'imprimante. Et 3, il faut qu'on réfléchisse à comment on délivre ce truc, parce que je sais pas comment on délivre. Donc, je lui dis, écoute, occupe-toi du delivery, moi, je m'occupe du contrat et de l'imprimante. Il dit, ok, t'inquiète, tu comptes sur moi. Donc là, dis-toi, on lui parle de Facebook Ads au gars, mais c'est le soir même qu'on découvre, par exemple, l'existence du business manager. C'est dire à quel point on n'en savait rien, en fait. On connaissait pas du tout notre domaine et notre sujet. Incroyable, ouais. C'est assez dingue. Et donc, moi, je tape template de contrat sur Google, je trouve un template de contrat, je lis, bon, ça fait plus ou moins sens. À cette époque, il n'y a pas de chat GPT, à cette époque, j'ai pas d'argent pour demander conseil et j'ai pas de réseau. Bon, je lis un peu, ça fait sens, ça fait pas sens, je supprime 2-3 articles que je comprends pas. Je me dis, ouais, je comprends pas, on va pas les mettre. J'ajuste 2-3 trucs, je vois c'est droit français, je mets droit suisse. Alors que c'est complètement faux, faut pas faire ça encore une fois. J'ai pas d'imprimante, vas-y, je vais sonner chez tout le quartier pour quelqu'un veut bien me prêter son imprimante. La voisine d'en face me prête son imprimante, j'imprime le truc, le lendemain matin j'arrive, contrat, boum, avec des jolies couleurs, notre logo et tout, machin. Il signe, c'est signé, il fait le virement, c'est parti, on démarre. Incroyable. Et ce client, j'ai fait un reportage sur lui, c'était il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, il est devenu multimillionnaire, c'était sa première salle de sport qu'il ouvrait avec les mêmes stratégies qu'on lui a délivrées. Il en est à sa 3e ou 4e salle de sport aujourd'hui. C'est devenu un super pote. À chaque fois que je rentre en Suisse, je le vois. Et c'est une belle histoire, tu vois. Elle aurait pu être complètement différente si on avait été mauvais dans la façon dont on a livré. C'est ça, ouais. Mais si tu veux, c'était tellement inconcevable de ne pas donner de résultats à cette personne, tout comme les clients suivants, que c'était devenu une obsession, tu vois. Et tu as évoqué quelque chose, tu m'as dit tu as été extrême dans ta façon de voir les choses. Et moi, je suis extrême dans tout ce que je fais. Donc, je suis extrême quand j'ai un nouveau client et je dois délivrer. Je suis extrême quand je veux lancer une nouvelle business unit. Je suis extrême quand je veux lancer un nouveau projet. Je suis extrême dans tout. Et je suis extrême même avec moi-même dans le sport ou dans le dépassement ou dans n'importe quoi. Et ça fait partie de moi. Je trouve ça trop intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que c'est une des clés assez importantes que j'observe dans la réussite de certains entrepreneurs. C'est cette capacité à saisir l'opportunité même quand tu n'es pas prêt. Et tu vois, c'est ce que tu as fait avec ce gérant de la salle de sport, c'est que tu as été vraiment audacieux, tu lui as proposé quelque chose, sur le coup, tu n'étais pas forcément certain d'être en mesure de délivrer, mais finalement, tu étais quand même sûr de toi, sur ta capacité à apprendre et à pouvoir lui ramener du résultat. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est répété souvent dans ton parcours, le fait de saisir l'opportunité avant d'être prêt ? En tout cas, ce qui s'est répété souvent et assurément, c'est que tu fais face à une situation, quelle qu'elle soit, et tu trouves la solution parce que tu n'as pas le choix. C'est ça. Et ça, c'est important, tu vois. Dans la vie, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe si c'est personnel ou professionnel, tu fais face à des situations et c'est ta façon dont tu vas réagir à ces situations qui va déterminer là où tu vas aller après. Donc, si il se passe un problème ou si tu dois trouver des solutions, tu as deux choix. Soit tu es figé et puis tu te dis c'est comme ça, j'ai pas la solution, je vais pas y arriver, et puis tu échoues. Soit tu trouves la solution et tu fais en sorte de maximiser tes probabilités de succès. C'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a continué à faire et c'est ce que je continuerai à faire. Et finalement, tu vois, jusqu'à mon dernier souffle, parce que c'est la différence pour moi entre quelqu'un qui va se battre ou quelqu'un qui va tout simplement abandonner. Je suis d'accord avec toi. Et je me demande aussi, tout à l'heure, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit que j'ai trouvé super intéressant. C'est le fait de dire à voix haute, devant les autres, ce que tu vas faire dans ta vie. Ouais. C'est-à-dire, moi, dans un tel nombre d'années, je ferai ça, ou je serai là, ou je ferai ci. Est-ce que tu penses que c'est bénéfique de partager ses objectifs, ses rêves avec les autres ? C'est bénéfique à partir du moment où il y a deux variables qui rentrent en ligne de compte. La première, soit tu es complètement imperméable à la vie et à la négativité des autres. Et tu t'en fous en fait du jugement et de la vie des autres.
Voilà, ça c'est, je vais pas développer parce que c'est assez clair dans ce que je dis. Et la deuxième, c'est tu crées un environnement qui est là pour te pousser et t'aider à les atteindre. Si tu as les deux, c'est parfait. Parce que faut quand même savoir identifier auprès de quel type de personne tu dois être imperméable et auprès de quel type de personne tu dois être ouvert pour avoir leur retour. Donc, dans le premier cas de figure, des gens qui effectivement n'ont pas forcément atteint ces objectifs ou qui vont te rabaisser ou qui vont te dire que c'est trop compliqué ou autre, tu as la typologie de gens qui vont juste être jaloux ou inconscients ou qui ont un tout autre paradigme que le tien, qui vont essayer de te rabaisser pour X ou Y raisons qui leur sont propres. Tu as aussi la catégorie de gens qui t'aiment et qui tiennent à toi et qui, par le fait que ça génère une certaine peur en eux et de par leur paradigme, ils ont envie de te canaliser. Typiquement les parents, souvent c'est ça, ou même dans le couple ou des choses comme ça peut aussi, non mais freine un petit peu, ralentis, etc. Alors que toi tu as tout sauf envie de freiner et ralentir. Du coup il faut savoir faire la part des choses là-dessus et puis prendre le bon et faire le tri du mauvais et autres. Et puis par contre, tu as les gens qui, eux, sont là pour te pousser. Et on en parlait tout à l'heure, justement, l'environnement, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Et c'est important de se créer un environnement. Moi, dans mon cas, j'ai une chance, c'est que j'ai jamais eu d'amis quand j'étais petit. Je suis incapable de te citer un ami que j'ai vraiment eu sincèrement, qui s'est vraiment intéressé à moi quand j'étais petit, quand j'étais jeune, que ce soit homme ou femme. Donc, tu vois, t'en citer un avec qui je suis resté en contact, c'est impossible parce que j'en avais même pas à la base. Et c'est aussi pour ça, je pense que je suis tombé, par exemple, addict aux jeux vidéo parce que je me sentais plus vivant dans le virtuel, dans le monde virtuel que dans le réel, de par le fait que j'avais pas forcément de cadre, de vie, etc. Je comprends, ouais. Et tu vois, j'ai pas eu besoin de supprimer les personnes négatives de mon existence, vu qu'il y avait personne dans mon existence. Donc j'ai pu au fur et à mesure faire venir des gens plus positifs dans mon existence. Certains sont partis ou j'ai simplement fait en sorte qu'ils partent. D'autres sont restés et sont encore là aujourd'hui, comme par exemple un que j'ai cité tout à l'heure qui est Amine, et qui lui a été une inspiration et quelque chose d'extrêmement positif pour moi et qui l'est encore aujourd'hui au quotidien où on est en contact permanent, on se voit toutes les semaines, on n'habite pas loin l'un de l'autre et puis on est comme des frères aujourd'hui, tu vois. Et ce genre de personnes, je pense qu'il y en a très 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 peu que tu rencontres dans une vie, mais une fois que tu les as rencontrés, bien choisis et que tu sais cultiver ces relations qui peuvent te faire grandir énormément, quasi à l'infini, il faut leur accorder la valeur qu'elle a. Et c'est inestimable. C'est exactement... c'est super intéressant parce que justement, en parlant d'Amine, je t'ai vu en parler dans d'autres podcasts. T'as l'air d'avoir une super belle amitié avec lui, et même, comme tu dis, c'est comme ton frère. La loyauté, ça a l'air d'être quelque chose de super important pour toi. Ouais, totalement. Et t'as l'air de vraiment donner une grande importance aux personnes que tu choisis dans ton cercle. Est-ce que t'as toujours été conscient de l'impact des personnes qui t'entourent ou est-ce que c'est quelque chose que t'as réalisé avec le temps dans ton parcours ? Je pense que je l'ai réalisé avec le temps parce que j'avais pas le niveau de conscience, de connaissance et de compétence que j'ai aujourd'hui pour aujourd'hui voir l'importance que ça a. Peut-être qu'inconsciemment, oui. Mais par contre, tu vois, tu parles de loyauté. Moi, je suis prêt à mourir pour la loyauté, tu vois. Vraiment, je suis prêt à tout perdre pour la loyauté. Je suis prêt à passer à côté d'opportunités, de dizaines de millions, de centaines de millions pour la loyauté, pour l'éthique, pour la dignité, pour ces valeurs qui fait de toi, j'ai envie de dire presque un homme, mais en tout cas qui fait de toi une personne qui est respectable, qui est honorable selon mon paradigme. Chez d'autres, ça sera tout autre chose. Ça sera ah non, il a rien compris, lui, surtout pas. Ce qui fait quelqu'un d'honorable, c'est sa capacité à foncer, quel que soit le coup, etc. Et c'est ok, tu vois, on a chacun nos valeurs, nos envies, nos trucs, et ce qu'il faut, c'est se connaître soi-même, parce que c'est ce qui fait aussi le bonheur, entre autres. Mais ouais, c'est quelque chose d'important pour moi. Ouais. Est-ce que ces valeurs, on te les a transmises, par exemple dans ta famille, dans l'environnement où tu as grandi, ou est-ce que c'est des valeurs que tu as développées par toi-même ? Comment est-ce que tu as développé ces valeurs ? Je pense que j'ai été
un tant soit peu influencé par mon entourage, peut-être, sans m'en rendre compte réellement. Mais après, il faut savoir que tu vois, j'ai grandi à l'âge de 2 ans, mes parents se séparent. J'ai vu très très peu mon père. Des fois même je le voyais pas pendant 1 an, pendant 2 ans, etc. À la suite de quoi il est décédé, donc j'ai grandi sans mon père. J'ai grandi seul avec ma mère. C'était pas forcément toujours facile, mais elle a fait de son mieux. J'étais quelqu'un d'assez réservé quand j'étais jeune, mis de côté à l'école. J'avais pas forcément un grand cercle social. Les profs aussi me stigmatisaient, me catégorisaient. J'étais un mauvais élève à l'école, de par peut-être tous ces éléments, ça fait que j'avais pas forcément de plaisir à le faire. Je me suis réfugié dans les jeux vidéo. Ça m'a fait du bien, mais on ne peut pas dire en tout cas que les jeux vidéo, ou en tout cas les gens que je côtoyais dans les jeux vidéo m'ont forgé des valeurs ou un état d'esprit de X ou Y chose. Donc je pense que je me suis plus fait tout seul au fur et à mesure. Force peut-être de douleur que j'ai eu en moi au fur et à mesure du temps, parce que parfois c'était assez compliqué pour différentes raisons dans mon éducation, dans mon quotidien, chez moi ou autre. Mais c'est pas quelque chose qui... Enfin, j'ai pas pris conscience du fait de « Ah tiens, je te donne un exemple, je sais pas moi, ok... toute ma vie, j'ai vu mon père ou ma mère faire ça spécifiquement et ça fait partie de moi, je peux pas machin. Ou par exemple la valeur dépassement de soi et sport, qui est aussi quelque chose qui est important pour moi. J'ai pas eu dans mon entourage quelqu'un qui était... une figure d'autorité, quelle qu'elle soit, qui m'a dit il faut se dépasser, vas-y, continue, fais du sport, machin. Pas du tout. C'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure du temps, parce que je me suis rendu compte que ça me fait progresser, pas juste physiquement, mais aussi mentalement, mais aussi sur tous les plans, et que ça vient en fait nourrir l'ensemble de tout ce qui concerne mon existence. Et c'est avec tous ces éléments-là cumulés que oui, j'ai développé des attitudes, une attitude, des aptitudes et des valeurs. Ouais, je trouve ça super intéressant parce que d'un côté, c'est vrai que tu vois que ton environnement en grandissant, il peut avoir influencé la personne que t'es, mais en même temps, finalement, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, t'as peut-être pas forcément trouvé ce que tu cherchais dans ton environnement en grandissant et t'es allé le chercher, j'ai l'impression, par toi-même. Dans un podcast, tu racontais un souvenir d'enfance assez marquant à l'école. Avec, tu disais que justement, à l'école, tu n'avais pas forcément d'amis et qu'à un moment donné, t'es devenu amie avec un garçon qui venait d'arriver à l'école, je crois, qui est devenu assez populaire, enfin voilà, au début. Et tu racontais que t'étais devenue avec lui et que malheureusement, il avait, à un moment donné, je crois que c'était pendant une épreuve de sport, il t'avait un peu humilié devant tout le monde. Totalement humilié. Il t'a totalement humilié à ce moment-là. Et que ça a été un moment assez marquant qui t'a fait avoir certains déclics. C'était quoi le déclic à ce moment-là que tu as eu ? Tu sais, on dit souvent « fais pas aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on te fasse », par exemple. Là, c'est un des déclics que j'ai eu. Un autre déclic que j'ai eu à ce moment-là, c'est tu peux pas t'en prendre à quelqu'un qui est déjà à terre. Donc aide ton prochain. Je te donne du contexte. Cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus trop quel jour on est, mais il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui me suit sur LinkedIn qui a gagné un concours lié au podcast, le déclic. Et le concours, c'est quoi ? C'est qui que tu sois en tant qu'auditeur, tu viens, tout frais payé, aller-retour. Donc je prends en charge le vol, aller-retour, je prends en charge l'hôtel, je te coach pendant une journée entière et tu fais un épisode avec moi et donc t'es exposé à des milliers, dizaines de milliers de personnes, etc. Et effectivement, j'ai honoré ma parole, j'ai fait tout ça, je l'ai connecté à d'autres entrepreneurs, etc. Et c'est pas la première fois que je donne en fait à des gens sans attendre quoi que ce soit en retour. Et j'ai constaté un truc récurrent. Il m'en a parlé, beaucoup m'en parlent, et c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Ça choque les gens. Ils comprennent pas pourquoi en fait je suis autant dans le partage et dans l'envie d'aider mon prochain et dans l'envie de contribuer au-delà du fait que ce soit mon métier aussi d'aider les entrepreneurs à se développer. Entre autres, c'est une de mes activités. Et du coup,
La réponse, c'est que j'aime faire ça, j'aime permettre aux gens de grandir et de se développer, j'aime leur donner ce qu'ils n'ont pas, tout simplement. Et j'aime le faire parce que j'aurais voulu qu'on puisse le faire pour moi aussi. Tu vois, quand quelqu'un est dans une situation, je ne vais pas dire précaire, mais dans une situation qui est en dessous de la situation qu'il aimerait, parce que la plupart des gens entreprennent et font des choses parce qu'ils ont envie de changer de situation, ils ont envie d'avoir plus, que ce soit de temps, que ce soit d'argent, que ce soit de liberté, pour pouvoir le passer avec ceux qu'ils aiment ou pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, peu importe. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai eu beaucoup de chance aussi. Je ne saurais pas te dire en quoi j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai eu beaucoup de chance et j'ai conscience de la chance que j'ai. Je suis en bonne santé, j'ai tout l'argent qu'il me faut. Je suis encore relativement jeune et j'ai encore beaucoup de choses à faire et à prouver dans ma vie. Et je sais que si je ne fais pas de mauvais choix, je vais avoir une belle carrière derrière encore et de belles choses à faire. Tout ça pour dire que cette chance, c'est comme pour moi une responsabilité. Tout comme j'ai la chance d'être suivi par beaucoup de gens qui entreprennent. Quand j'organise des meet-up à Paris où on est des centaines qui se réunissent physiquement et que je ne cherche pas à faire d'argent dessus, j'organise avec mes ressources, mes équipes, tout de A à Z, juste pour permettre aux gens de se connecter. C'est pour moi une responsabilité. Parce que je me dois, en tant que personne qui a cette autorité et qui est autant suivie, autant écoutée, de permettre aux gens de se connecter pour pouvoir eux-mêmes avancer et à leur tour aller mettre en place les choses qui leur permettront d'atteindre, d'aboutir à leurs objectifs ou leurs résultats. Et en fait, c'est toutes ces leçons-là qui m'ont été offertes pendant cet événement. Donc effectivement, pour redonner un petit peu de contexte, te raconter l'histoire, cette personne arrive dans mon école, je le vois, il n'a pas d'amis et autres. Moi, je me dis, bon, je vais aller vers lui, je vais vers lui. On commence à devenir potes. Il vient 1-2 fois chez moi, etc. Enfin bref, je vais 1-2 fois chez lui. On devient pote, en tout cas, c'est ma perception de la chose. Et ce que je me rends compte, c'est que lui, il prend conscience qu'il est devenu pote avec un peu le dernier, pas le dernier de la classe, mais tu sais, le mec de côté, quoi. Pas le gars le plus populaire. Du coup, peut-être que pour se populariser, il s'est dit je vais le ridiculiser. Et donc on arrive à une épreuve de sport. Moi je suis tout fier, j'ai mis mon ensemble blanc, etc. À l'époque je portais des lunettes, j'étais hyper métrope, ma vue s'est corrigée, enfin bref. Et c'était pas la première fois, c'était pas la dernière fois, mais du coup on me fout au sol, on me pète mes lunettes. Il avait plu la veille, donc je passe de blanc à brun, plein de boue. Bien sûr c'est pas agréable, bien sûr c'est physiquement non plus pas agréable, ça fait mal. Et puis je retourne, je rentre avec même ma récré, mon goûter qui est tombé dans la boue, qui est même plus mangeable, mes vêtements complètement limite déchirés, détruits et plus portables, mes lunettes cassées dans une main, et puis de toute façon je voyais pratiquement plus clair parce que juste je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et je rentre comme ça, et tu vois, en rentrant et en marchant, je me pose plein de questions et je me dis pourquoi en fait, tu vois. Et il y a beaucoup de situations dans mon enfance où ça s'est plus ou moins passé. Et tu vois, par exemple, dans mon enfance, pour différentes raisons aussi personnelles, avec ma mère, ou liées à mon père, ou liées à plein de choses, j'ai tellement souffert de ça et j'ai tellement pleuré toutes les larmes de mon corps que aujourd'hui, je me suis renforcé, tu vois. Et c'est ce qui fait la personne que je suis, où parfois je suis perçu comme presque un robot, une sorte tu vois, de machine. Beaucoup de gens me disent, c'était une machine, de toute façon, etc. Et je suis insensible à beaucoup de choses. Et des fois, je parle à des gens qui me partagent leur sensibilité, qui me partagent des choses qui sont importantes pour eux. Et c'est pas que je les apprécie pas ou que je les aime pas ou que je m'en fiche de leur vie, mais j'ai aucune sensibilité à leurs histoires. Même si des fois c'est des trucs vraiment graves, tu vois, vraiment qui nécessitent d'avoir une empathie, une écoute. Mais j'arrive pas forcément. Ou alors j'ai une forme d'empathie qui est complètement différente et qui s'exprime différemment par des solutions que je vais trouver, par de l'apport que je vais faire, mais différemment, parce que c'est comme ça que j'ai trouvé mon réconfort. Et c'est par exemple dans la performance que j'ai trouvé mon réconfort, ou quelque chose qui me stimule plus, où le côté extrémiste de ma personnalité vient aussi d'ici en partie, quoi. Je trouve ça trop intéressant. Est-ce que tu dirais que cet événement-là dont on parle pendant l'épreuve de sport, ou d'autres événements que tu as vécu quand tu étais plus jeune, t'ont amené à être la personne que tu es aujourd'hui dans le bon sens? C'est-à-dire que tu vois, cet événement avec ce garçon-là qui t'humilie devant tout le monde, beaucoup de personnes verraient ce qui s'est passé comme une grande injustice.
et surtout comme une raison de plus de se dire, en fait, je suis une victime, la vie est injuste. J'ai l'impression que toi, tu as tourné ça en force, dans le sens où tu as pris cet événement, ces moments-là, où, parce que tu disais aussi qu'à la maison, c'était peut-être difficile, tu avais des moments difficiles au niveau de ta famille. J'ai l'impression que tu as pris ces moments-là et que finalement, tu as réussi à peut-être gérer tes émotions de manière à ce que ça te serve, en tout cas au niveau de ton travail. Est-ce que le fait que tu gères ces émotions de cette manière, ça t'a pas également peut-être un peu coupé d'une vulnérabilité, d'une capacité, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à pleurer? Je suis très curieuse de savoir, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Ouais, c'est une bonne question. Pendant plusieurs années, j'ai plus su pleurer. Mais j'ai travaillé sur moi, j'ai réappris à pleurer. Et ça m'arrive de pleurer. Donc, encore, il y a de ça quelques mois, j'ai pas la date exacte, mais il y a de ça quelques mois, effectivement, oui. Mais tu vois, je vais aller plus loin dans mon propos. Chaque situation qui m'est arrivée et qui m'arrive et qui continuera à m'arriver dans ma vie, même si parfois c'est difficile, même si parfois tu mets du temps à percevoir la chose, j'essaie de voir c'est quoi le positif dedans. Et, ou en tout cas de ne pas le prendre mal de façon à pouvoir avancer. Exemple concret de cette situation est multipliée à une sorte d'insensibilité que j'avais en tout cas développée à ce moment-là, c'est le décès de mon père. Je suis à l'usine, je continue à bosser, c'est la pause de midi, j'ai mon bleu de travail, je vais à mon casier, je prends mon téléphone, j'enlève le mode avion, je prends ma gamelle, je vois les notifications, je mets ma gamelle dans le micro-ondes, je vois un SMS de mon grand-père, salut virgule, ton père est mort ce jour, point. Je me dis, oh bizarre cet SMS, je vais voir appel manqué, j'essaie d'appeler, j'appelle, il m'explique effectivement qu'il était dans le coma depuis 2 semaines, qu'il a fait une embolie pulmonaire suite à un traumatisme crânien, que personne ne m'a informé du fait que mon père, alors que j'ai une demi-sœur, mais il avait que moi, parce qu'elle était très très jeune, elle avait 2 ans quand il est décédé, il avait que moi qui était son fils proche, avec qui on pouvait être en contact, qu'on m'a pas informé parce qu'on n'a pas pensé. Donc mes grands-parents n'ont pas pensé du côté de mon père à m'informer qu'il était dans le coma à quelques centaines de kilomètres de chez moi et que j'aurais pu aller le voir. Bref, donc il est décédé, ok. Et tu vois, là, je réagis pas en fait. Je pleure pas, je suis insensible. Et c'est mes collègues qui me disent rentre chez toi. Moi, j'allais juste manger ma gamelle et continuer ma journée de travail. Tu vois, je reviens, ma gamelle est chauffée, on me l'a posée. Je dis ouais, j'ai reçu un message de mon grand-père. Mon père est décédé ce matin. Comment il faut réagir dans ces situations? Tu vois, j'étais comme ça. Et ça a créé une force chez moi parce que, si tu veux, je me suis dit, oh, c'est quand même bizarre de réagir ainsi, et c'est quand même bizarre que personne ne m'ait informé, tu vois, de la situation. Parce que, enfin, je veux dire, il t'arrive quoi que ce soit, t'informes quand même les proches. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est parce que, on m'avait dit, c'est parce que t'es trop occupé avec ton job. Je me dis, purée, j'aime pas mon job. J'aime pas forcément les gens avec qui je partage mon quotidien dans mon job. C'est pas que je les déteste, mais c'est juste que ça me stimulait pas plus que ça. Je ne vois pas d'avenir là-dedans. Les gens autour de moi sont à moitié dépressifs et n'aiment pas ce qu'ils font non plus parce que bosser toute sa vie à l'usine, c'est dans des conditions vraiment pas. Enfin, c'est une usine de papier, de carton, poussière, humidité. La plupart sont malades. C'est pas forcément des plus agréables. Il n'y a pas de saut métier, mais j'ai vu ce que c'était de travailler dur. Et pendant presque 10 ans quand même, tu vois, donc j'avais eu le temps de comprendre. Et du coup, si tu veux, je me dis, waouh, en fait, tout ça, pour ça, c'est quoi la leçon derrière? Et la leçon, c'était, mec, bouge-toi le cul, trouve les solutions pour. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, tu dois trouver les solutions pour entreprendre, pour être libre et ne plus être dépendant d'un patron, pour pouvoir écrire ta propre histoire. Parce que ça, tu n'as pas envie que ça se répète, tu n'as pas envie de le répliquer. Et tu vois, je pense que moi, par exemple, un truc qui est important dans ma vie, c'est pas juste le business. C'est d'avoir vraiment une santé, une forme physique olympique, être vraiment
bien dans mon corps, bien dans ma peau, bien dans ma tête, mais c'est aussi fonder une famille, par exemple. Ça, c'est important pour moi. Et tu vois, je me disais, ok, un jour tu vas être père, tu auras un, deux, plus, moins, peu importe, enfant. C'est quoi le message que tu veux transmettre? Quelle responsabilité tu as en tant que père? C'est quoi les valeurs que tu veux véhiculer? Et c'est quoi le père que tu veux être pour tes enfants ou le grand-père que tu veux être pour tes petits-enfants derrière? Et tu vois, toutes ces questions cumulées font que, au bout d'un moment, tu vois, tu le fais plus uniquement pour toi, mais tu le fais aussi pour les autres. Et c'est triste de dire ça, mais tu vois, je peux pas être fier de mon père par rapport au choix qu'il a fait, etc., etc. J'ai beaucoup de respect pour lui et paix à son âme, mais la leçon qu'il m'a offert, c'est il faut aller plus loin, il faut faire les choses différemment, il faut oser. C'est de là peut-être d'où me vient cette résilience et cette force de caractère, parce que je sais en plus que si j'avais entrepris et fait les choses que j'ai fait aujourd'hui, j'aurais pu moi peut-être l'inspirer ou l'aider à devenir une meilleure personne et derrière avancer, faire d'autres choix et donc avoir une vie qui se termine différemment ou peut-être qu'elle ne se serait pas terminée, tu vois. Donc c'est tous ces éléments cumulés qui fait que je me suis dit, bon, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux changer ce qui va se passer. Par contre, c'est à toi de le faire, tu vois. Et personne ne le fera à ta place. Personne ne va te lever le matin, personne va faire ce que tu dois faire. Et ça, c'est hyper important que les gens le comprennent. C'est que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, et on parle beaucoup de mon parcours, et j'ai l'impression d'être un petit peu le Camilleri en mode « Ah, on n'était pas gentil avec toi à l'école, à la maison, et avec ton papa, machin, qui est décédé, c'est tout. » Non, c'est juste la vie, mais il y a des gens qui ont beaucoup moins de chance que je n'en ai eu. Dans mon malheur, j'ai eu énormément de chance quand même. Il y a des gens déjà qui sont pas nés même en Europe. Il y a des gens qui n'ont pas pleine capacité de leurs bras, de leurs jambes ou même de leur cerveau. Il y a des gens qui vivent des choses abominables et atroces avec leur famille, leurs amis, leurs parents, leur entourage. Bref, il y a énormément de choses qui font que j'ai eu beaucoup plus de chance que n'importe qui. Mais qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, peu importe là où vous avez démarré, là où vous êtes aujourd'hui ou là où vous voulez aller demain, personne ne le fera à votre place, encore une fois. Et soit tu te trouves des excuses et puis effectivement tu te morfonds sur ton sort, soit tu sors grandi de chacune des choses qui t'arrivent et puis tu avances et t'évolues dans la direction que tu veux aller. C'est totalement vrai, totalement. Et je trouve ça beau en fait parce que dans cette histoire avec ton père, d'une certaine manière, on pourrait croire qu'il t'a pas aidé, mais en fait, finalement, c'est comme s'il t'avait aidé en te montrant ce que tu... Ah, c'est un cadeau. C'est un cadeau, ouais. T'as toujours eu ce mindset de te dire quelle est la leçon derrière, quel est l'apprentissage que je peux avoir derrière les expériences que je vis. Parce que tu vois, quand tu me racontes la manière dont tu as appris son décès, c'est très violent, c'est très brutal. Comment tu as fait pour te dire qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Parce que je pense aux personnes qui nous écoutent et qui vivent des situations, peu importe la situation, mais des situations qui leur tombent dessus. Et qui peuvent être très brutales, très difficiles à gérer et qui se disent en fait, moi, je suis victime de cette situation et je dois la subir. Ouais. En fait, bon, déjà, j'ai le beau rôle dans cette situation parce que je suis un petit peu dans la posture du trader, tu sais, qui analyse les marchés a posteriori et qui te dit non, mais là, c'était visible, on a cassé la résistance, donc c'est maintenant qu'il fallait vendre ou qu'il fallait acheter, etc. Regarde, il y avait le signal. Mais qui, par contre, lorsqu'il est face à son écran, est dans l'incapacité de prendre la bonne décision, tu vois, bizarrement. Donc, analyser une situation a posteriori et de se dire, comme je viens de le faire, ça te fait grandir, etc., machin, c'est assez facile. Et pour la plupart des gens, peut-être qu'ils se disent ça en nous écoutant. Et ils ont raison. Parce que quand tu es dans cette situation, tu te dis pas, en tout cas, moi, clairement, je n'avais pas les compétences ni la hauteur nécessaire en termes de prise de conscience pour me dire, je te dis un exemple, qu'est-ce que penserait le Alec du futur, la personne que tu veux devenir de cette situation, ou par exemple, dans 10 ans, t'en penseras quoi de ça et dans quelle mesure ça t'aura impacté, etc., etc. Tous ces trucs, je les avais pas. Aujourd'hui, c'est différent et je suis dans une station qui est différente et donc effectivement, j'ai beaucoup plus de facilité au quotidien à pouvoir tirer le positif des choses, même les pires. Mais
je pense que c'était inconscient en fait. Et j'étais tellement dans cette routine, dans ce truc, tu vois, que je me posais pas forcément de questions plus que ça. Juste, j'avançais. Euh, et s'il y a bien un truc qui détermine ma personnalité, c'est que je suis loin d'être le plus intelligent. Je suis pas celui qui a fait tout juste tout le temps. J'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont fait grandir et apprendre. Par contre, je suis vraiment celui qui n'a jamais abandonné, qui a toujours cru en lui, qui a eu cette capacité à s'adapter. Tu l'as évoqué tout à l'heure, un des premiers traits de personnalité que tu as identifié, qui est une de mes plus grandes forces, c'est la résilience. Ça, je l'ai toujours eu. Et c'est ce qui fait que finalement, tu vois, j'étais là il y a 10 ans, je suis là aujourd'hui, je serai là dans 10 ans, je serai là dans 30 ans, jusqu'à mon dernier souffle en fait. Et ça fait partie de moi. Et il y a peu de gens qui ont cette capacité de tenir aussi longtemps, d'être disciplinés, d'être carrés, d'être fidèles à leurs valeurs. Et il y en a peu qui ont conscience de à quel point c'est exacerbé chez moi dans ma personnalité, mais ceux qui le savent en fait ils peuvent me faire limite une confiance aveugle, tu vois, parce qu'ils savent en fait que quand on me confie quelque chose ou une mission et que je l'ai vraiment accepté, y a rien qui peut m'empêcher d'y arriver, mais rien. Il n'y a rien du tout, tu vois. Quitte même des fois que ça devienne malsain, parce qu'il y a ce côté extrême, tu vois. Et ça l'a été dans certaines situations. Donc là aussi, t'apprends, puis après tu dis, bon, peut-être que c'était un peu trop extrême, peut-être que j'ajuste 2-3 trucs, tu vois, quand même, on apprend de ses erreurs. Mais globalement, on n'en tire que du positif. Ouais. Bah, en fait, c'est intéressant de voir que, tu vois, la loyauté, c'est une valeur hyper importante pour toi dans ta relation avec les autres, mais également, finalement, dans ta relation avec toi-même, t'es très loyal envers toi-même d'une certaine manière. Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, parce que, tu vois, tu partages une croyance profonde en toi-même. Il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent oui, mais peut-être que lui, on a cru en lui quand il était plus jeune, tu vois. Peut-être que lui, peut-être que sa mère lui répétait qu'il allait faire de grandes choses. Je trouve que les gens ont beaucoup ils se racontent beaucoup cette histoire que les gens qui réussissent, il y avait des gens autour d'eux qui croyaient en eux. Est-ce que toi, il y a eu quelqu'un dans ton enfance, en grandissant, qui a vraiment cru en toi et qui t'a donné cette croyance-là? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû développer par toi-même? Non, personne n'a jamais cru en moi. Ok. Personne m'a jamais inculqué ce que tu viens d'évoquer. Je vais pas forcément trop rentrer dans les détails, mais au contraire, même, on a plus brisé toute forme de potentielle confiance en moi ou croyance en mes capacités à aboutir à quoi que ce soit. Ou en tout cas, on s'est donné de la peine pour essayer de le faire au fur et à mesure des années, etc., et dans différents cadres. Certains l'ont fait de façon complètement inconsciente, maladroite, sans vouloir forcément le faire. Et force est de constater que ça a renforcé quelque chose en moi qui fait que ça a fait l'effet contraire. Donc peut-être que dans cet effort et dans cet exercice qui a duré vraiment presque toute ma vie, par différentes personnes, pas uniquement toujours les mêmes, mais ça a justement fait l'effet inverse et ça m'a aidé. C'est une hypothèse. Mais en tout cas, non, j'ai pas eu de modèle spécifique ou de personnes spécifiques qui ont cru en moi. Et je pense que moi-même, pendant longtemps, je croyais pas non plus en moi. Ah, c'est intéressant que tu dises ça. Ouais. J'avais pas confiance en moi du tout, moi. Tu vois, j'étais quelqu'un de très timide, introverti. J'ai mis longtemps avant d'avoir ma première copine, ma première relation sexuelle, mes premiers trucs où je peux me dire waouh, en fait, mes premiers amis même, mes premiers moments où je me dis je peux faire des choses en fait dans la vie, ou le fait de, je sais pas, juste de m'aimer. Tu vois, juste de m'aimer, de me regarder dans le miroir et de me dire ouais, je suis fier de la personne que je suis ou que je vois, etc. J'ai mis vraiment longtemps à ça. Et je pense que c'est dans cette quête et dans cette volonté justement de grandir que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Et s'il y a bien un truc qui fait partie de moi aujourd'hui, c'est cette volonté constante et permanente d'évoluer, d'avancer, de continuer à grandir. Et c'est pas une sorte, tu vois,
Pendant longtemps, je pensais que c'était une sorte d'ego mal placé, que de s'aimer ou de s'apprécier ou machin, mais pas du tout. En fait, cet amour-propre fait que tu peux justement te permettre d'aller déployer ton potentiel. Et finalement, si toi-même tu crois pas en toi, qui va croire en toi? Personne, tu vois. Ou si tu attends que quelqu'un croie en toi pour pouvoir t'autoriser à le faire, couche-toi de bonne heure et lève-toi tard parce que ça va être compliqué finalement. Très rares sont les cas où il y a ce genre de situation. Parfois dans les belles histoires ou parfois dans des cadres très spécifiques, très particuliers, tu as la chance d'avoir un parent, d'avoir un coach, d'avoir une personne spécifique, un proche, un ami ou un amant ou ton couple ou peu importe, qui va croire en toi et qui va te permettre de t'aider à exprimer ton potentiel. Mais d'abord, fais ce travail sur toi, toi-même, compte sur toi, toi-même, parce que, je ne vais pas dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, car c'est faux, mais en tout cas, tu peux compter que sur toi-même, tu fais partie des rares personnes sur qui tu peux compter, c'est sûr, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu t'aimes? Ouais, bien sûr. Ouais. Énormément. Et heureusement, tu vois. Ouais. Et heureusement, et je suis super fier de la personne que je suis, que je deviens, que je continue à devenir, etc. Et il faut se dire, tu vois, et je pense que, tu vois, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'as pas de l'amour en toi et pour toi, c'est difficile quand même d'aimer les autres aussi. C'est vrai, parce totalement. que si tu ne sais pas ce que c'est l'amour propre et autres, tu ne peux pas donner de l'amour ou de l'amour inconditionnel. Il faut s'aimer de manière inconditionnelle aussi. Et tu vois, pendant longtemps, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai dû travailler, apprendre, etc. Et moi, aujourd'hui, tu vois, je m'aime énormément et j'ai énormément d'amour à donner à très peu de gens, certes, mais par contre, c'est des gens triés sur le volet, je sais pourquoi, et ils le ressentent et ils le savent. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote d'une personne qui t'a tendu la main, qui t'a aidé à un moment donné de ta vie où tu t'y attendais pas du tout? Ça peut être un inconnu, ça peut être quelqu'un de ton entourage. Je te demande ça parce que je trouve que l'entraide, c'est une valeur que tu partages beaucoup. Tu vois, tu te donnes beaucoup, tu es très généreux dans ta manière de donner, d'aider les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton parcours qui a montré cette générosité envers toi et qui t'a inspiré à faire la même chose envers les autres? C'est une excellente question, une question qui fait réfléchir pour deux raisons. La première, là, comme ça, tout de suite, j'en trouve pas, en tout cas de significatifs, qui ont fait, par exemple, trigger un élément en me disant je dois faire pareil, ça m'inspire. Et la deuxième, c'est que même si j'en trouve, j'ai une grande responsabilité parce que ça veut dire que cette personne, ce sera comme un exemple qui peut-être a potentiellement trigger quelque chose en moi lié à ça. Du coup, je vais plus apporter un autre élément de réponse parce que je trouve pas justement d'exemple en ce sens qui vraiment m'a tendu la main et m'a permis de. Pourquoi? Et je vais exprimer pourquoi. Ouais. Parce que dans quasi toutes les relations où j'ai été, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel, et c'est une réalité qu'il faut accepter parce que finalement c'est un deal que tu fais avec les autres, c'est que la plupart des gens sont égoïstes. Et il faut l'accepter, tu vois. Il y a peu de gens qui vont vraiment te donner et t'aider gratuitement sans rien attendre. Même dans les couples et dans les relations, même dans les amitiés, même et encore plus dans le professionnel. Tu vois, j'aurais pu te citer un ou deux exemples dans le cadre professionnel qui ont fait, par exemple, la personne que je suis aujourd'hui, la visibilité que j'ai ou les déclics que j'ai eus à l'égard du business et autres. Mais c'était quand même intéressé derrière. Consciemment, inconsciemment ou autre, il y avait un intérêt réel, tangible, concret au fait de collaborer avec moi ou au fait de m'aider à construire ceci ou cela pour pouvoir en tirer les fruits, les profits ou avoir des effets de levier derrière. Pareil dans le cadre personnel, etc. Donc déjà, tu vois, c'est commencer par accepter et prendre conscience et accepter que tout le monde est égoïste. Et si tu prends conscience et acceptes que tout le monde est égoïste, tu comprends aussi comment fonctionne la psychologie humaine, comment fonctionne l'autre, comment fonctionne la persuasion et la vente. Et donc, comment fonctionne le business et le marketing également. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui créent un business parce que c'est un produit qu'ils avaient envie d'avoir sur le marché ne fonctionnent pas. Parce qu'ils ne s'intéressent pas à ce
que les gens veulent, mais ils créent un truc qu'eux auraient voulu potentiellement. Mais la réalité, c'est que ce que tu veux toi et ce que le marché veut, c'est pas la même chose. Du coup, c'est tous ces éléments qui font que non, je peux pas te donner un exemple d'une personne en particulier qui m'a tendu la main et qui a fait que mon chemin de vie allait là et d'un coup il allait là absolument, etc. Il y a quelques personnes spécifiquement qui ont marqué mon parcours positivement, mais on avait tous intérêt à ce que ça se fasse. D'accord, ouais. Je comprends. Tu vois pas une personne qui a fait ça de manière désintéressée Non. Non, c'est intéressant. Ou en tout cas, peut-être pas suffisamment ou assez pour que ça te marque. Pour que ça marque et qu'elle ait cette responsabilité ici, dans ton podcast et sur le plateau et aux yeux de nos auditeurs qui t'écoutent et qui te suivent. D'ailleurs, mettez un like à cette vidéo, à ce travail. Regardez le studio qu'on a ici. On est dans un endroit mais magnifique là, franchement. Grâce à toi, franchement, c'est super, super beau. Avec plaisir. Mais tu vois, pas suffisamment en tout cas pour me marquer assez l'esprit derrière. Je comprends. Je suis très intéressée sur le sujet de la vente parce que c'est un gros sujet pour beaucoup de personnes qui se lancent et qui n'osent pas vendre. Est-ce que tu as toujours réussi à vendre ? Tu as l'air d'être aujourd'hui très à l'aise dans la vente. Est-ce que tu as toujours été à l'aise ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut, selon toi, s'apprendre, se développer ? Tout peut s'apprendre, tout peut se développer. 100%. Et tu vois, non, j'étais pas forcément à l'aise dans la vente. Encore moins quand il s'agit de me vendre moi. Tu vois, anecdote simple, je vais t'en donner deux rapidement. Quand j'avais les bureaux à Genève avec l'agence, j'avais recruté une de mes premières collaboratrices, c'est une assistante qui appelait à ma place parce que je n'osais pas appeler. Vraiment, je n'osais pas appeler, alors que je savais quoi dire, je lui soufflais, j'étais face à elle, je lui disais quoi dire, comment se présenter, machin, mais je n'osais pas appeler. C'est pour dire. Quand je te dis que j'étais timide et incapable de m'exprimer devant qui que ce soit, c'est réel, tu vois. C'est incroyable. Et je veux juste te dire que je trouve ça vraiment bien que tu en parles parce qu'on s'en douterait pas une seconde, en fait. Ouais, non, j'ai travaillé pour. Ouais, ça se voit, par la répétition, justement. Ou même titre, les vidéos, tu vois. Je savais pas faire de vidéo, incapable, je voyais une caméra, un truc, mais incapable de faire une vidéo ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Dans mes bureaux, on était 6-7 collaborateurs, j'ai posé une caméra, j'ai tourné 72 vidéos en 2 jours d'affilée. 72, je me souviendrai toujours de ce chiffre. C'est énorme. Du coup, j'ai pu publier 72 jours d'affilée une vidéo sur ma chaîne à ce moment-là, c'était top. Les premières vidéos étaient horribles. À la suite, la 72e était vraiment bien, pour le coup. Enfin, en tout cas, selon mes standards de l'époque. Et je l'ai fait en ayant tous les collaborateurs qui travaillent toute la journée autour de moi. Et sans cut, parce que j'avais pas le temps et j'avais pas l'argent pour monter ces vidéos. Donc j'avais pas le choix en fait de faire des one shot et des vidéos de 5 à 12 minutes chacune. Du coup, au bout de la 72e, tu commences à être plus à l'aise. Puis après, maintenant, au bout de la 1000, 2000e, j'en sais rien, t'es plutôt très à l'aise. Comme monter sur scène, les conférences, incapable de faire un exposé devant ne serait-ce que 5 personnes avec qui j'ai passé toute mon enfance. Aujourd'hui, je prends plaisir à parler devant 3000 personnes. Donc tu vois, c'est vraiment ça. C'est incroyable parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de conférences. On te sent hyper à l'aise de prendre la parole en public. C'est quelque chose qui fait peur à énormément de personnes. Il y a des études qui ont démontré que les gens ont plus peur de prendre la parole en public que de mourir. Enfin, c'est incroyable, tu vois. C'est-à-dire que les gens préféraient mourir que de prendre la parole en public tellement ça leur fait peur. Là aussi, du coup, tu dirais que c'est la force de la répétition qui t'a permis d'être aussi à l'aise ? Je pense pas. Je pense que c'est la force d'apprendre à s'en foutre. Ok, aujourd'hui, tu t'en fous du regard des gens ? Ouais, complètement. Quand tu prends la parole ? Mais complètement. Comment t'as fait alors pour switcher ? Ça, je sais pas forcément te dire, mais tu vois, je te donne un exemple concret. Quand tu réussis, et quand tu réussis jeune, tu déranges. Encore plus, malheureusement, en francophonie. C'est vrai. Et tu vois, la mentalité fait que des fois, ça dérange. Il y a sûrement des gens, même là, qui nous écoutent et qui se disent « Mais c'est qui ce con ? Pour qui il se prend du haut de ses 28 ans à nous donner des conseils, etc. » Et ces personnes ont peut-être raison, tu vois. Mais ils ont peut-être tort, on ne sait pas. Et c'est à eux d'être leurs propres juges et avoir leur libre arbitre par rapport à ça. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que peu importe leur avis,
Je m'en fiche complètement. Et je suis détaché complètement de cet avis. Ils peuvent apprécier comme pas. Et ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. D'où ça me vient, je ne sais pas. Mais tu vois, à un moment donné, en 2018, je commence à être pas mal visible. Et on fait beaucoup de publicité sur une vidéo. Et dans cette vidéo, on évoque différents sujets, différentes choses, différents chiffres, différents clients, des noms de clients des grandes marques, qui sont réellement des gens avec qui on a travaillé, qui sont réellement des clients qu'on a eus, qui sont des chiffres qu'on a faits. Tout est concret, tu vois. On dit on est dans nos bureaux, on est dans nos bureaux. Au prix où on payait, on est dans nos bureaux. On dit que c'est nos salariés, c'est nos salariés. Tu vois, c'est réel. La seule chose est que effectivement, on ressemble à des gosses de 18 ans. Tu vois, j'avais pas de barbe, j'étais tout maigre. Enfin, même pas majeur, limite. Vraiment, c'était. Je peux comprendre, tu vois, qu'ils se disent c'est qui ces gens-là. Et on arrive, voilà, sur nos gros chevaux, on veut donner des conseils, etc., machin. Et là, en fait, sort un immense article diffamatoire, complètement farfelu, faux, mais très bien écrit, et qui fait que donc il y a cet article, et malheureusement, dans cet article, il y a Amine qui est cité, tu vois. Et j'en parle dans l'épisode que tu avais vu à mon égard. Et tu vois, à ce moment-là, en fait, si tu veux, moi, je suis déjà dans le mode je m'en fous. Ça m'atteint pas, en fait. Tu peux penser ce que tu veux de moi, je reste la même personne, je vais aussi bien dormir ce soir et demain ma journée sera superbe. Aujourd'hui, elle le sera aussi, tu vois. Et sauf que Amine, lorsqu'il est cité là-dessus, ça a un vrai impact sur lui parce que ça a un impact sur ses proches. Et du coup, si ça a un impact sur ses proches, ça a un impact sur lui, ça a un impact sur lui, ça a un impact sur moi. Sauf qu'à ce moment-là, on n'a pas du tout beaucoup d'argent. Mais quand je te dis pas du tout beaucoup d'argent, c'est quelques dizaines de milliers de francs sur le compte en banque, de marge et de trésorerie disponibles. Et quand on a cet article, on doit entamer des démarches juridiques pour pouvoir faire supprimer cet article. Et le coût de ces démarches juridiques, c'est la quasi-intégralité de ce qu'on a sur le compte. Donc moi, je suis dans une situation où on a peu d'argent, je dois me développer, je sais qu'on a besoin de cet argent pour se développer, que peut-être qu'on n'arrivera pas à se développer si on n'a pas cet argent, et peut-être que je vais retourner à l'usine et je vais tout perdre, et que tous les efforts que j'ai mobilisés jusqu'ici, ça fait 2 ans que vraiment, sans être vulgaire, je me casse la tête. Tu peux y aller, voilà. t'inquiète. On va rester sur la tête, mais à réussir à développer ça. Et on me dit, voilà, tu as une facture d'avocat ici en France, ici aux États-Unis, machin, parce que le serveur, il est je sais pas où aux États-Unis, truc, et il faut faire appel à la cour de je sais pas quoi. Donc, ça coûte tant. On est sur 5 chiffres. Plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors que moi, je m'en fous de cet article? Ça peut limite briser tout ce qu'on a créé, mais ça atteint clairement mon meilleur ami et la personne avec qui j'avance. Et à l'époque, la relation que j'avais avec Amine était forte, mais elle n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, parce que depuis, on a vécu des hauts, des bas, etc. Tu vois, ça fait plus de 5 ans maintenant à partir de ce moment-là, et puis ça faisait déjà 1 an, 2 ans. Pas de réflexion une seule seconde. C'est important pour toi. On est ensemble, on part à la guerre ensemble. S'il faut mettre 100% de tout ce qu'on a et qu'il faut que je retourne à l'usine ensuite, on le fait. On le fait, c'est important, tu vois. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est que j'ai conscience que même les personnes les plus solides, les plus fortes et les plus brillantes peuvent être atteintes par ce que pensent les autres. Bien sûr. Tu vois ? Parce que Amine, c'est une des personnes les plus brillantes, si ce n'est la plus brillante que je connaisse, une des personnes les plus fortes, si ce n'est la plus forte que je connaisse, et une des personnes que j'estime le plus, si ce n'est la personne que j'estime le plus que je connaisse. Et pourtant, il était atteint parce que les gens pensent potentiellement de lui, parce que ça atteignait un de ses maillons faibles, qui est ses proches et sa famille. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, n'attendez pas d'attendre que les gens vous autorisent à faire les choses, parce que toujours il y aura ce problème. Et n'attendez pas non plus d'être meilleur, d'être plus fort, d'être plus grand, d'être plus beau, d'être plus belle, d'être plus légitime, d'être plus ci, d'être plus ça, pour faire ce que vous avez envie de faire. Car même les gens les plus forts que je connais aujourd'hui, les plus riches que je connais aujourd'hui, les plus intelligents que je connais aujourd'hui, eh bien, sont sensibles à ça. Je parle d'Amine, mais je parle aussi de plein d'autres gens que je connais, certains même qui sont jusqu'à milliardaires, qui n'osent même pas faire une vidéo ou mettre un message sur LinkedIn ou venir faire un podcast pour partager leur parcours qui pourrait inspirer des dizaines de milliers de personnes de peur du regard des autres, tu vois. Très vrai. Et c'est ouf, c'est incroyable. Selon notre paradigme, c'est ouf et c'est incroyable, mais dans la réalité des gens, c'est une réalité, il faut l'accepter. Mais du coup, il faut s'autoriser
soit à vivre avec et l'accepter complètement, soit à du coup y faire face et changer concrètement. Je suis totalement d'accord. Et je me pose la question justement pour toi, parce que dans ta manière de travailler, de vivre, tu vois, on parlait de ce côté un peu extrême que tu peux avoir, où tu vois, peut-être que quelque chose va devenir une obsession pour toi, où tu vas en faire une priorité et tu vas te consacrer, par exemple, à ton travail, à ton podcast. Tu vois, là, tu as créé un podcast incroyable. D'ailleurs, les amis, allez écouter, allez télécharger son podcast. Ça s'appelle Le Déclic. Il y a des interviews juste phénoménales. Merci. Mais c'est vrai, vraiment. Mais je veux dire par là, est-ce que tu as déjà eu la sensation d'être jugée pour ce côté-là de ta personnalité? C'est-à-dire, comme tu disais, peut-être que certaines personnes trouvent que c'est trop. Alors que peut-être que pour toi, c'est naturel, c'est comme ça, tu as envie de vivre les choses à fond parce que peut-être que tu te dis que tu n'as qu'une vie et que cette vie, elle doit être vécue au maximum de sa capacité, mais peut-être que tu es face à des personnes qui ne comprennent pas toujours. Est-ce que tu as eu des situations où tu étais face à ce jugement-là dans ton entourage et comment est-ce que tu l'as géré ça? Ouais, bien sûr, juger, moquer, tout ce que tu veux. Comment je l'ai vu, comment je l'ai vécu, avec beaucoup de détachement, tu vois, être prise de hauteur. Je sais pourquoi je fais les choses, en fait. Je les fais pour moi avant tout. Voilà, je sais. Je fais pas les choses pour les faire, en fait. Si je fais quelque chose, je le fais bien ou je le fais pas. Okay. Donc, quand je crée le podcast, d'abord, j'itère, je vois, je teste. Ah, ça me plaît, ok. Bon, maintenant, on part en guerre. On part en guerre pour aller chercher le podium, pour aller chercher le top 5, le top 2, le top 3, le top 1 par la suite, etc. Et pour être le numéro 1, pour faire les choses correctement. Et c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Quand je crée un produit, je ne crée pas un produit pour créer un produit. Je crée un produit pour servir mon client de la meilleure façon qui soit, qui trouve aucune autre solution qui est ne serait-ce que du même niveau sur le marché, et pour à terme le faire tellement bien et le faire tellement de manière récurrente que je suis le numéro 1 sur ce domaine. Et pareil pour tout, tu vois. Et il y a des choses où je vais mettre plus ou moins une intensité. Il y en a d'autres où je vais mettre un petit peu moins d'intensité, tu vois. Mais du coup, en sachant pourquoi tu fais les choses, tu t'en fous complètement du regard des autres. C'est très vrai ce que tu dis. Et ouais, voilà, faut accepter d'être jugé. Et souvent, tu sais, je te donne un exemple concret. Voilà, imaginons le podcast ou n'importe quoi. Tu vois, tu as des gens qui vont juger, critiquer, dire ceci, dire cela. Ok. Pourquoi? Vraiment on se pose la question, pourquoi? Est-ce qu'eux seraient capables de mobiliser autant d'efforts? Est-ce qu'eux seraient capables de faire ça? Est-ce qu'eux, finalement, ils ne sont pas en train juste de se rassurer parce qu'ils ont une sorte de complexe d'infériorité et parce qu'ils savent que, voilà, ils n'ont pas réussi à faire ça et tu vois, souvent c'est ça. Bien sûr. Et j'ai remarqué un truc aussi, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens disent, tu es rarement critiqué par des gens qui sont au-dessus de toi. Tu es toujours critiqué et jugé par des gens qui sont en dessous de toi. Donc est-ce que tu veux donner du crédit à des gens qui sont en dessous de toi ou donner du crédit à des gens qui sont en dessus de toi pour t'élever? Totalement. Et toujours critiqué par des personnes qui font moins que toi et qui n'oseraient pas faire le quart ou le dixième de ce que toi tu fais et qui projettent, comme tu dis, ce complexe d'infériorité sur toi pour te mettre, pour essayer de te ramener au même niveau qu'eux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu valorisais particulièrement dans ton passé et que tu valorises plus aujourd'hui? Ça peut être par exemple, je sais pas, posséder des biens matériels ou je sais pas... par exemple, le regard des autres ou quelque chose auquel tu donnais beaucoup d'importance, mais qui n'a plus forcément de valeur à tes yeux aujourd'hui. C'est une très très bonne question. Peut-être le regard des autres, tu vois. Surtout dans un monde où tu dois montrer, tu dois prouver. Tu sais, moi j'ai entrepris relativement jeune. Je devais prouver et faire en sorte que les gens aient confiance en moi dans une industrie qui était assez obsolète. Tu vois, quand je vendais des prestations de services de marketing digital en Suisse avec mon agence et que j'avais 20 ans et que je ressemblais plus à faire 16 ans, que j'avais à peine mué, que j'avais pas de barbe, que j'avais des lunettes, des boutons encore sur le front, etc. et que je devais justement avoir l'air d'eux,
c'était pas forcément facile, donc je me posais plein de questions. J'avais commencé à mettre du minoxidil pour me faire pousser la barbe. Je mettais des chemises à carreaux pour faire plus vieux. J'essayais de parler comme ça, tu vois, avoir une certaine posture et tout. Bon, c'était plus un sketch qu'autre chose, mais ça a marché un petit peu. Ou par exemple, la raison pour laquelle vers décembre 2021, j'ai fait une pause des réseaux sociaux pendant environ un an et demi, c'est parce que j'avais remarqué que j'étais trop dans ce truc de, comment dire, vivre pour partager plutôt que de partager ce que je vivais, tu vois. Dans ce truc perpétuel de surenchère. T'as mis cette montre, donc je dois mettre une montre meilleure. Tu conduis cette voiture, je dois conduire cette voiture. Tu vas en voiture, bah moi j'y vais en hélico. Tu prends la business, moi je prends la first. T'habites au 16e, moi j'habite au 30e. Tu vas dans une étoile Michelin, non moi c'est 3 étoiles Michelin. Et tu as les stories, les trucs, le vlog, le machin. Surtout quand t'es dans mon industrie, où là maintenant moins, parce que moi je m'adresse plus forcément aux gens qui se lancent, où j'ai créé des choses pour qu'ils puissent le faire gratuitement à nos côtés et puis évoluer, tu vois, comme mon bouquin, des choses comme ça, ou le podcast, je le fais vraiment pour donner, contribuer et permettre à ceux qui veulent se lancer de vraiment pouvoir le faire sereinement. Mais tu vois, à l'époque, c'était différent. Et t'es face à d'autres acteurs où c'est un peu fake it until you make it. Et c'est un peu vendre du rêve, si on veut. Voilà, les gens qui, par exemple, veulent faire, je sais pas moi, c'est très cliché ce que je vais dire, mais du e-commerce, du business en ligne ou du e-commerce, bah, qu'est-ce que c'était les vidéos avant du e-commerce ou du business en ligne? C'était des yachts, enfin des femmes sur des yachts, des grosses voitures, des liasses de billets, du lifestyle, du voyage, une villa à Malte ou je sais pas où, et t'es comme ça en train de siroter ton cocktail sur une bouée licorne, et puis tu vis ta best life, tu vois. J'ai jamais voulu rentrer à fond dans ça, mais j'ai failli vraiment tomber complètement là-dedans. Je l'ai fait aussi d'une certaine façon à haute intensité, mais plus classe, on va dire, que ça. Tu vois, j'ai jamais voulu rentrer dans la femme est un objet et qui te montre ta réussite, etc. ou autre. Ça m'intéressait pas du tout. C'est pas dans mes valeurs. Mais j'aurais pu complètement tomber à fond dedans. Mais tu vois, il m'est arrivé par exemple de me dire, bah, je vais là-bas parce que je peux rentrer en hélico, ça fait une story sympa, ou je prends ce dessert parce qu'il est stylé, ou je prends ce type de véhicule parce que tu as le chauffeur en costume et puis tu as la Mercedes machin avec les couleurs comme ça et ça fait bien, ou je prends la business pas parce que je veux prendre la business mais parce que c'est pour faire la story. Et en fait, je pense que c'est lié à l'industrie, certes, c'est lié au fait que je suis parti d'en bas et je vais me prouver que, peut-être, c'est lié à la sensibilité au regard des gens que j'avais que je n'ai plus, et c'est lié à la surenchère globale. Mais il y a aussi un point, c'est qu'au bout d'un moment, et je dis vraiment ça en toute humilité, tu arrives à un point où tu n'as plus trop besoin de prouver. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de prouver que je suis en capacité d'aider des business à se développer. Et on me demande plus c'est quoi tes avis, tes témoignages, t'as déjà aidé des clients, machin, comme quand on peut te demander quand tu te lances, et c'est normal, tu vois. Parce que ça fait un certain temps que je suis là et les gens ne peuvent que se rendre à l'évidence que il s'est passé des choses et ça s'est plutôt bien passé et ça continue de bien se passer. Du coup, pareil, tu vois, à l'interne, je ressens ce truc de même si je continue tous les jours à me prouver à moi-même et à me challenger pour grandir, pour évoluer, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai plus besoin de prouver aux autres. Et c'est un espace assez puissant quand tu arrives à ce stade où tu sens que tu n'as plus rien à prouver et du coup tu fais les choses non pas peut-être par peur mais plus par d'un espace de volonté très sincère en fait, de vouloir être meilleur. Je suis curieuse, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu n'as pas pardonné et à qui tu sais que tu devrais pardonner pour avancer dans ta vie? Non. C'est une très bonne question. Ouais. Ça aurait pu, hein. Mais non. Et bah ça, c'est génial. Trop bien. Posez-vous la question. Posez-vous aussi, cette question. Moi, j'aime bien cette question. Très, très bonne question. On arrive aux dernières questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait encore peur aujourd'hui et que tu n'as pas encore affronté? J'ai affronté récemment la peur de mourir. C'est vrai? Ouais, je me suis vu mourir.
Et quand j'ai affronté cette peur, et je suis toujours là, tu vois, je touche du bois, c'est cool. Eh bien, je me suis dit, je me suis posé cette question. Est-ce qu'il y a encore autre chose, tiens? Une fois que tu as affronté la peur, tu vois vraiment la peur, la mort devant toi, tu te dis, ouais, est-ce qu'il y a autre chose? Et je vais pas dire j'ai peur de rien, tu vois, j'ai peur de rien, je suis un fou, machin. Non, non, pas du tout. C'est pas là où je veux en venir. Mais j'ai pas de peur absolue en mode, tu vois, des gens qui ont peur, je sais pas moi, des araignées ou du vide ou j'en sais rien. Mais non, non, j'ai pas de peur particulière. Mais par contre, affronter la peur de mourir, ça te fait relativiser sur pas mal de choses. Et qu'est-ce que ça t'a appris du coup d'affronter cette peur? Que les choses, elles peuvent... En fait, tu as une fraction de seconde où tout peut basculer, positivement comme négativement, tu vois. Vraiment, littéralement, une fraction de seconde. Et même quand tout va bien. Du coup, il faut juste profiter de chaque instant, vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Tu vois, il y a une citation qui est belle, c'est vis chaque jour comme si c'était le dernier et apprends comme si tu allais vivre une éternité. Et c'est vraiment ça, en fait. Parce que plus tu apprends, plus tu grandis, plus tu es riche, mais pas financièrement, mais tu es riche en tant que personne, en tant qu'individu, et ça enrichit l'âme, ça enrichit plein de choses. Et puis surtout, bah, derrière, tu kiffes si tu vis comme si c'était chaque jour le dernier, quoi. Donc moi, tu regardes mes journées, c'est n'importe quoi, tu vois. Ça démarre tôt, ça finit tard. Je fais ce que quelqu'un fait en une journée, ce que certains font en une semaine, en une journée, voire ce que certains font en un mois, en une journée. Mais qu'est-ce que j'aime ça! Et qu'est-ce que j'ai ce sentiment de vivre. Et de l'autre côté, j'apprends de plus en plus, ça je suis en phase d'apprentissage, tu vois, à ne rien faire et apprécier rien faire. C'est hyper compliqué ça pour moi. Très très compliqué. Ouais. Ça doit être challengeant. Ouais, hyper challengeant. Presque impossible. Ouais, je suis d'accord que c'est pas facile. Mais du coup, c'est quoi ton intention en apprenant ça? Qu'est-ce que tu aimerais ressentir ou expérimenter? Est-ce que c'est parce que tu veux être plus présent avec toi-même? Ouais, c'est ça, plus présent, apprécier l'instant présent, plus présent avec moi, plus présent avec les gens qui m'entourent, et voir ce que ça peut m'apporter, tu vois. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est vrai, tout à fait. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Ouais. Ouais. Trop bien. Avant que je te pose ma dernière question, si vous avez écouté l'épisode, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux. Si vous nous écoutez sur YouTube, à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, à laisser un avis sur le podcast. Et mettre les 5 étoiles. Les 5 étoiles, les amis. Et également, je vais partager tes réseaux sociaux, ton podcast, Le Déclic, ton livre, Les Nouveaux Entrepreneurs. On va mettre tout en lien en dessous du podcast. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais au petit Alec s'il était devant toi? Je lui dirais rien du tout. C'est vrai? Ouais. Aucun conseil. Tout est parfait. Tout est juste. Ouais. Parce que si je commence à intervenir, tout serait différent et ça se trouve, je serais pas là face à toi, je ferais pas ce que je fais. Tu vois, des fois, une fraction de seconde peut tout changer. Comme une phrase, comme un mot, comme un fait, comme une personne, comme... Donc je laisserai tout comme ça a été. Le meilleur comme le pire. Franchement, c'est très beau, c'est vrai. En fait, le fait que tu dises ça montre que tu es reconnaissant finalement pour tout ce que tu as vécu. Et ça, c'est fort. Merci Alec, c'était trop bien. Merci à toi. J'ai adoré notre discussion, merci. Moi aussi, merci. Et hâte que ça sorte. Hâte également.